Bonjour à tous et à toutes, je suis Nolan et je vais vous parler de l'affaire Dreyfus et de toutes ses conséquences. Nous sommes en fin 19e siècle, un siècle ayant connu un bouleversement en tout point, économique, industriel et politique. En France notamment, avec l'industrialisation et la montée du socialisme. Avant la Première Guerre mondiale, un événement qui aurait pu être sans conséquence va totalement diviser et montrer un autre aspect de la France avec des débouchés importants. Cet événement montrera que avant Hitler, l'antisémitisme était déjà présent en France et ne l'avait en fin de compte que accentué. Entre erreur et complot judiciaire ou encore une accusation libre, voici l'histoire de l'une des affaires les plus importantes en France, celle de Alfred Dreyfus. Alors, nous allons voir comment cette affaire a-t-il marqué l'histoire de la France, mais plus précisément celle de la République. Avant de parler de l'affaire et de ses conséquences, nous allons d'abord voir en quoi Dreyfus est-il accusé. La France de la Troisième République a une dent envers un pays voisin, l'Allemagne. En effet, ayant perdu en 1870 l'Alsace-Lorraine suite à la défaite d'une guerre, la France va donc commencer à avoir une haine envers l'Allemagne et une envie de revanche. D'ailleurs, Alfred Dreyfus est un Alsacien qui a donc fui l'Alsace occupée par l'Allemagne. Nous allons donc faire un bond dans le temps, plus précisément en 1894 où le bordereau, une lettre adressée au militaire allemand Max von Schafkoppen, a été trouvé. Dans cette lettre, des documents militaires confidentiels français. Très vite, le ministre de la guerre ouvre une enquête, et très vite, c'est le capitaine Alfred Dreyfus qui est accusé. Alors, pourquoi Alfred Dreyfus? C'est simple. Grâce à son statut, il peut justement obtenir des documents confidentiels. Il est, comme je l'ai dit précédemment, alsacien, donc peut parler allemand. Et malheureusement pour lui, en France, autre que la haine pour les Allemands, on retrouve aussi une montée de l'antisémitisme, c'est-à-dire une haine pour la communauté juive. Hélas, pour notre capitaine, il est juif. Malgré qu'il nie tous les chefs d'accusation, il ne peut rien faire. Des faux documents, des explications aussi improbables que d'autres vont être utilisées contre lui pour le faire inculper, voire même exilé ou tué. Il est donc incarcéré en octobre 1894 dans un secret des plus total. Mais maintenant, nous allons justement voir plus précisément les éléments de cette affaire, ainsi que les procédures, c'est-à-dire les preuves, témoignages, accusations et jugements. Pendant le procès donc, des preuves ont été mises à disposition, comme des explications de pourquoi l'écriture de Dreyfus et de la lettre ne sont pas identiques. L'explication? Il a créé une écriture. Oui, ce sont ce genre de témoignages et d'explications qui sont expliqués durant le procès. Mais au tout début, quand je parlais de complot judiciaire, c'est que l'armée française est allée jusqu'à mettre en charge un dossier secret confidentiel avec, évidemment, la certitude que dedans on y retrouverait plein de preuves prouvant qu'il coopère et espionne pour l'Allemagne. Malgré de bons avocats demandés par Mathieu Dreyfus, son frère, et malgré le peu de preuves, il sera quand même condamné à l'exil près de la Guyane. Plus tard, l'armée crée d'autres fausses preuves face aux Dreyfusards, c'est-à-dire les partisans qui sont pour Dreyfus et pour que le procès soit refait légitimement et que l'on reparlera plus tard. Après le procès, le lieutenant-colonel Georges Picquart se penche sur l'histoire de Dreyfus et retrouve le véritable espion et donc le véritable coupable. C'est donc un certain commandant Ferdinand Walsing-Esterhazy, mais malgré cela, l'armée n'ose pas reconnaître l'erreur judiciaire qui a été faite face à Dreyfus. Et donc, pour sa défense face à Dreyfus, des fausses preuves de l'emprisonnement sera accordé à Georges Picquart. Pour le vrai coupable, il sera acquitté et va donc s'exiler en Angleterre pour ne pas avoir de problème liés à cette affaire. Le 7 août 1899, Dreyfus revient en France. Il revient pour la révision de son procès. Suite à, on le verra, des événements qui se sont passés en France. Le procès se tient donc à Rennes. Malgré les événements récents, ainsi que les éléments mis à charge prouvant son innocence, il est de nouveau condamné à 10 ans de prison ferme. Plus tard, il accepte la grâce, c'est-à-dire une faveur accordée lui permettant d'être libéré. Ce n'est donc qu'en 1906 que Dreyfus sera réhabilité et fera donc la Première Guerre mondiale avant de mourir. Bon, maintenant nous allons voir ce que malheureusement Dreyfus n'a pas pu voir et donc le sujet principal de cette vidéo, les conséquences.
Déjà, la France a beaucoup changé pendant la période où Dreyfus était exilé et de camps se sont créés, dont nous sommes pratiquement les héritiers et que nous pouvons voir presque les résidus actuellement. En effet, pour simplifier la chose, je vais vous faire un schéma des deux camps principaux et actuels pendant l'exil de Dreyfus. Tout d'abord, la France prend donc un positionnement, en effet, et ce positionnement est porté par les écrivains, danseurs, politiciens, chanteurs de l'époque, ceux que l'on nomme les intellectuels, c'est-à-dire les personnes influentes prenant un parti et le défendant. Et pour l'époque, le parti à défendre, c'est soit être pour ou contre Alfred Dreyfus. Mais il ne faut pas oublier ceux que l'on peut actuellement appeler les personnes votant blanc, indécis, ou plutôt ceux qui s'abstiennent. Le camp ici dessous en minorité, c'est les personnes n'ayant pas d'avis sur le sort de Alfred Dreyfus. Bien. Maintenant, nous allons parler de ceux qui nous intéressent. Nous allons enfin parler des Dreyfusards. Eux sont pour Dreyfus et veulent, comme je l'avais dit précédemment, sont pour Dreyfus et pour que le procès soit refait légitimement. Il est porté par le célèbre Émile Zola. On reparlera de lui plus tard. Il se positionne à gauche de notre schéma. En effet, dans le système politique actuel, les Dreyfusards sont à gauche et plutôt socialistes. De l'autre côté, à droite, nous avons ceux qui sont contre Dreyfus. On les appelle les anti-Dreyfusards. Eux sont contre la remise en cause du procès, car pour eux, il est légitime. C'est un traître. On retrouve dans ce parti une majorité, voire la quasi-totalité des antisémites en France, qui se retrouvent partout dans la politique, le chant, le dessin et même les journaux, comme par exemple La Libre Parole, un journal à tendance antisémite. A contrario, nous avons pour la gauche le célèbre journal L'Aurore, où J'accuse de Émile Zola a été publié. Autres que les antisémites, on retrouve les judéophobes. C'est de l'antisémitisme, mais moins extrême. Et aussi, on retrouve enfin les monarchistes, qui sont contre la République. Car oui, les Dreyfusards, eux, ont des républicains, et les anti-Dreyfusards ont des personnes qui sont pour la restauration de la monarchie. Et nous avons donc, ici présent, un système politique qui pourrait se rapprocher du nôtre, avec de chaque côté les extrêmes, ainsi que les abstentionnistes. Et tout comme le pourraient être actuellement les personnalités de la droite, ils sont très présents dans les médias, et donc ici les journaux et les affiches, avec notamment une affiche datée du 23 mars 1908 où il est écrit « La République, c'est le mal. La République est le gouvernement des Juifs. » Ici, nous voyons la haine de la République et de l'antisémitisme, et donc un vœu de vouloir revenir à la monarchie. On peut aussi voir une montée de l'antisémite et une mise en lumière de cela. Car effectivement, ce n'est pas à cause de Dreyfus que l'antisémitisme a commencé à naître. Il était déjà bien présent en France et bien forgé. Mais il était très peu mis en lumière et son exil a permis une montée et donc une mise en lumière sur cette existence de la haine des Juifs. Alors, quelles sont les raisons de l'antisémitisme en France? La voici. Parmi ces raisons, on retrouve ce que actuellement on peut appeler ça des clichés, comme l'argent, le fait qu'ils travaillent beaucoup et qu'on retrouve apparemment beaucoup de juifs dans les banques. On voit aussi de la xénophobie, mais on voit aussi l'une des raisons, c'est qu'ils seraient une race à part. On dirait que cette excuse revient beaucoup dans l'histoire de la France et celle de l'humanité. Bien. Aussi, pendant que Dreyfus n'était pas en France, Émile Zola, un écrivain, indigné par l'acquittement du commandant Esterhazy, écrit une lettre ouverte au président de la République par le biais du journal L'Aurore, le 13 janvier 1898. Dans cette lettre ouverte, qui commence par le célèbre « J'accuse », Zola dénonce les ministres et l'armée française, les accusant d'être complices, de fermer les yeux ou autres. Voici quelques extraits. « J'accuse le général Mercier, un ministre de la guerre en 1894, déclarant Dreyfus coupable avant son procès, de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. » Ou encore, voici un autre extrait. « J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. » Ici, on peut voir donc la corruption de la justice par l'armée française, ainsi que les ministres par pur racisme envers la religion de Dreyfus. Aussi, on peut voir que le système judiciaire est donc influençable et corruptible pendant la Troisième République.
Et aussi, on peut donc plus largement dire que cette république n'est point vraiment laïque, car elle juge certaines religions plus sévèrement ou avec plus de facilité que d'autres. Nous avons donc en conséquence une prise de conscience de la population sur les problèmes et de comment la justice fonctionne de façon bancale. Pour finir avec Émile Zola, nous pouvons donc voir la puissance des médias et de la liberté d'expression sur les mentalités, faisant de lui l'un des premiers intellectuels prenant parti pour Dreyfus. Pour conclure, la persécution des Juifs est mise en lumière grâce à l'affaire de Dreyfus. On voit donc que la France prend de plus en plus parti qui tend vers les extrêmes, avec l'antisémitisme par exemple. On peut voir aussi un début réel du système politique que l'on retrouve actuellement, avec la gauche et la droite. On voit aussi la liberté d'expression qui prouve à cette époque qu'elle est bien une arme qui peut être puissante, grâce notamment aux intellectuels prenant beaucoup d'influence. Et enfin, le système judiciaire est à revoir dans cette république, montrant qu'elle est très influençable et que cette république laïque ne l'est pas tant que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'affaire Dreyfus, j'ai passé beaucoup de temps pour la faire, que ce soit pour le montage ou pour l'enregistrement des voix. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au revoir.